Emmanuel Macron était en Serbie hier, cherche Premier ministre désespérément. Alors, Emmanuel Macron, il nous dit qu'il travaille. Ben, c'est bien, on travaille tous, il travaille jour et nuit. Ben, on est très content aussi de le savoir. Emmanuel Macron. Je fais tous mes efforts, et les jours et les nuits, et que je le fais depuis des semaines, même si vous ne l'avez pas forcément vu, pour aboutir à la meilleure solution pour le pays. En tout cas, la France a un gouvernement qui gère les affaires courantes, qui a permis d'avoir des Jeux olympiques qui ont émerveillé le monde. Et j'en félicite vraiment nos athlètes, nos organisateurs et le gouvernement et les services de l'État et les collectivités, de faire l'ouverture hier de nos Jeux paralympiques qui vont aussi éliminer le monde et donc qui en même temps fait face aux défis, aux crises du moment. Donc je ne voudrais pas qu'on laisse s'installer l'idée que voilà, les affaires ne sont pas suivies. Après, je ferai mes meilleurs efforts et je parlerai aux Français en temps voulu et dans le bon cadre. Bon, en tout cas, alors ça va être ce week-end peut-être, Florian Tardif ? Alors il y en a plusieurs qui disent dans son entourage que ça pourrait être ce week-end, tout simplement parce que il va se rendre après son déplacement en Serbie à la Lanterne et il a pour habitude effectivement de décanter un tout petit peu l'ensemble des informations qu'il peut avoir à sa disposition ou des idées qu'il peut avoir à la Lanterne. C'est pour ça qu'on évoque l'idée du nom d'un nouveau Premier ministre ce week-end. Moi je vois pas ce qui aurait avancer d'ici ce week-end, tout simplement parce que le président de la République cherche à constituer une sorte de majorité, qui est une majorité stable, pas forcément une majorité absolue. Je vois pas ce qui aurait avancé d'ici Monsieur dimanche. Cazeneuve, paraît-il, alors qu'il a un peu de plomb dans l'aile, que le président de la République a dit à ses interlocuteurs ces dernières heures, il pourrait avoir une motion de censure, les socialistes n'accepteraient pas Cazeneuve, etc. Mais personne serait vraiment accepté de toute façon. Donc ce serait la revanche de François Hollande. Ça lui fait peur. Le président de la République, ça lui fait peur de nommer. Et Monsieur Migaud. Monsieur Migaud, figurez-vous que il revient dans la course. Monsieur Migaud. Bon, écoutez, comme on ne sait pas, on va attendre. C'est mieux. Mais en revanche, et là, l'archive que je vais vous montrer, c'est les réseaux sociaux qui montrent parfois des choses très intéressantes, parce que la mémoire numérique existe. Et ce que dit Emmanuel Macron, ce que vous allez entendre, ça date de 2018. Et ça vient percuter le sentiment que nous avons avec nos hommes politiques. Parce qu'on a quelqu'un qui dit quelque chose de fort, qui a un point de vue moral fort, et qui 6 ans plus tard fait l'exact contraire. Donc effectivement, ça crée une suspicion sur les hommes politiques. C'est-à-dire qu'au fond, on dit, ils sont là pour la place, ils sont là pour la voiture à cocarde. Bon, c'est pas très gaulien tout ça. Bon, parce qu'il dit ce qu'il aurait dû faire après une élection perdue. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Emmanuel Macron, c'était il y a 6 ans. La phasée ne permet plus une forme de respiration démocratique de mi-terme à la française, en tout cas de césure, de respiration, où le peuple français peut dire « j'ai confiance dans votre projet, donc je vous redonne une majorité pour le faire ». La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. C'est l'idée que je m'en fais et la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un désaveu en termes de majorité. C'est ce qu'a fait De Gaulle. Là, c'est ce qu'a fait De Gaulle. 3 désaveux qu'il a su. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on est si critique. Et c'est pour ça qu'on ne les croit plus. Et je ne veux pas employer de termes désagréables pour le président de la République, parce qu'on doit un respect au président de la République, bien sûr. Ça date d'un débat d'idées 2018, c'était sur France Culture. Mais je trouve que... C'était pendant les Gilets jaunes. C'était pendant les Gilets jaunes. Regardez. 2019, c'est durant le grand débat. Voilà. Il avait commencé à organiser des grands débats, et là, c'était un grand débat. Réécoutez simplement ces 10 secondes que j'ai isolées. Réécoutez. La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. C'est l'idée que je m'en fais et c'est la seule. C'est ça qui est important. C'est la seule, dit-il, qui peut accompagner. Et aujourd'hui, j'y suis, j'y reste. Alors évidemment, ça crée un malaise. Et s'il venait, le président de la République, sur ce plateau, ce qu'il ne fera jamais d'ailleurs, eh bien je lui demanderai ça. Et personne ne lui demandera. Donc ça crée un malaise dans l'opinion. Donc les gens disent, bon, bah, au fond, voilà, ils sont là, quoi qu'il arrive, quoi. Quoi qu'il arrive, on s'accroche, on est là, j'y suis, j'y reste. Moi, je pense que c'est un vrai problème démocratique. Sauf que quand même, à 3 reprises, les Français ont plutôt apprécié la cohabitation. Il faut quand même le voir en face. La cohabitation qu'on a connue sous Mitterrand et sous Chirac,
Ça a fonctionné. Je vous parle pas des Français. Non, je mais vous il y a parle eu de ce qu'il dit lui. Non, mais Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit lui et ce qu'il ne fait pas lui. oui. C'est ça qui m'intéresse, c'est la seule Non, mais chose. Pardonnez-moi, Oui, non, mais Georges, je ce qu'il comprends. dit lui, ce qu'il ne fait pas lui. Oui. Pourquoi il a changé d'avis? Pourquoi il change d'avis? Alors, pourquoi il change d'avis? Parce qu'il est bien à l'Élysée, qu'il a envie de rester. Voilà, pour rester, c'est tout. C'est évident. Bon, alors, mais c'est pas la logique. À ce moment-là, en fait, il y en a qu'un qui a su faire quelque chose. Général de Gaulle. C'est De Gaulle. Oui. C'est toujours, on en revient toujours à la même chose. Oui, oui. Donc des gens comme De Gaulle, il y en a un par siècle, manifestement. Eugénie Bastier. Non, mais ce qui est absolument paradoxal, c'est qu'on risque de se retrouver avec un Premier ministre issu de la technocratie et centriste, alors même que ces élections censées redonner la parole au peuple ont fait émerger des voix populistes. Enfin, plus de 50% des Français ont voté pour des partis populistes, pour une vraie demande de changement, pour balayer finalement ce système qu'incarne Emmanuel Macron, et on risque de se retrouver avec une forme finalement exacerbée de cette technocratie macroniste, libérale, que ce soit le profil de Didier Migaud ou celui de Bernard Cazeneuve, qui sont des profils de centrisme, de centristes technocrates. Donc c'est vraiment un sentiment de, même pas de surplace, mais de retour en arrière, retour vers le futur, avec et c'est un marasme dont Joseph Emmanuel Macron ne pourra Massescaron. sortir, à mon avis, que par une forme de retrait. Joseph Massescaron. Mais le problème, c'est que tous les parlementaires, en tout cas, ont en mémoire ce qui s'est passé en Italie avec l'expérience Draghi. C'est-à-dire que tous ceux qui sont montés dans le bateau Draghi, sans exception, ont été balayés par les élections. Et ça a donné, évidemment, ça a fait la courte échelle au Fratelli d'Italia, qui est le mouvement de Giorgio Meloni. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc tout le monde a à l'esprit La France ça. n'est pas l'Italie. Tout le monde a à l'esprit ça. Ah ben, non, la France fait comme l'Italie. Non, mais c'est pas ça mais qui en retard. m'intéresse. Ce qui m'intéresse, je le répète, c'est qu'un président dise quelque chose et ne fasse pas ce qu'il dit, ce qui crée après un divorce avec le monde politique. Ah, je suis désolé. Si tu étais un homme Mitterrand a politique, fait la même tu devrais dire, voilà, je m'engage à ça pendant 5 ans, et si ça marche pas, je partirai. Pascal, c'est vieux comme la politique. Voilà, c'est ça. Si je réussis pas. Mitterrand a passé sa vie à critiquer les institutions de la Ve République, le coup d'État permanent, avant de se mettre dans la peau du président et de ne jamais rien changer à cette constitution qu'il a dénoncée. Je vous le répète, j'entends, mais tu pourrais avoir une exigence qu'il y a dans plein de métiers, en fait. Dans plein de métiers, tu as une exigence de résultat. Mais si eux ne sont pas capables de dire je me suis planté, je m'en vais. À partir du moment où vous dites je veux redonner la parole au peuple, Oui. voilà. Nathan Devers. Vous devriez relire Le Prince de Machiavel, cher. Oui, il faut toujours. Oui. Franchement, vous avez l'air de tomber comme ça d'un nuage. Mais je sais tout ça, mais La politique, c'est aussi l'art du mensonge. oui, l'art mais de moi je n'aime pas l'entourloupe. ça, donc je n'aime C'est pas. pas ça la politique. Mais votre politique Oui, à vous, ben oui, vous c'est êtes menteur peut-être, cynique peut-être, et ben moi pas. Je suis Réveillez-vous. désolé de vous le dire. Réveillez-vous. Ben, réveillez-vous, d'accord. Et c'est pour ça que les gens sont dans la rue. Et oui, mais ils vont Peut-être. l'être de plus en plus. Hein. Moi, je mettrais Nathan une Devers. petite nuance. Je suis d'accord avec vous sur la contradiction, et on pourrait d'ailleurs la faire remonter à 2022, quand Emmanuel Macron a une majorité relative, Bien et sûr. qu'il fait la réforme des retraites, etc. Cela dit, il faut quand même remarquer que cette dissolution, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que c'est une décision inédite dans l'histoire de la République, où le président décide de perdre le pouvoir. Parce que globalement, le calendrier dans lequel il a fait cette dissolution, il désavantageait un seul parti politique qui était le sien. Ça avantageait plutôt la gauche. Le Rassemblement national se voyait à Matignon. Le seul qui était vraiment perdant de la situation de faire une dissolution comme ça dans l'urgence et en catastrophe après la défaite des Européennes et pas en septembre ou en octobre, c'était Gabriel Attal. C'était sa propre majorité qu'il a en quelque sorte désiré perdre. C'est pour ça que je suis pas sûr qu'on puisse dire que là, Mais il Nathan, veut s'accrocher au pourquoi- pouvoir. mais C'est Nathan, plutôt pourquoi il a l'inverse. fait ce calcul? Et oui, Pourquoi il a fait ce calcul pour lui. Donc Si ce n'est parce qu'il souhaitait justement Ben oui. que le Rassemblement national arrive. Ben bien sûr. Non, mais attends, perd le pouvoir. non, mais attends, Mais qui bien peut sûr. croire une seule seconde? Pourquoi est-ce qu'il a dissous? Enfin, franchement. Exactement. Ce scénario, d'une certaine manière, il eût préféré Bah oui. peut-être Oui. que le Rassemblement national gagnât. Oui. Et pour lui, sauver sa peau dans 2 ans. Donc, Mais c'est quand même ça si qui est j'ose étonnant. dire. C'est le contraire de l'histoire d'un homme qui s'accroche à son siège, là. C'est l'inverse. Ah non. C'est quelqu'un qui décide, je veux plus avoir les manettes. Non, C'était pas- c'est un Ah peu, non, franchement, là, c'est vous au êtes naïf. contraire, Vous c'est au êtes naïf. contraire une personne Bon, qui est prête à tout, oui. après à tout, même Oui. à brader l'intérêt du pays pour rester à son Il avait siège. pas Bon, envisagé. accroché comme Alors, un moule Les à son manettes pour rocher. les reprendre. On n'a pas parlé de Ségolène Royal. Alors, Ségolène Royal est candidate, c'est formidable. Formidable. C'est parce que Je personne. dirais pas ce que m'a dit un proche du président. Compte tenu des appels que je peux C'est recevoir. pas très gentil. Oui, les proches du président. Il y en a encore d'abord des proches du président? Ça existe encore? Bon, c'est bien, ils sont fidèles. Compte tenu des appels que je peux recevoir, ça j'adore ça. Et les gens sont J'adore. dupes. C'est comme vous, quand vous sortez dans la rue, les gens ils vous disent que du bien et ils vous disent ce que vous voulez entendre. Oui, c'est vrai. Donc, compte tenu, vous avez des gens qui vous disent, bon, les gens ils disent toujours ce que vous voulez entendre. Compte tenu des appels que je peux recevoir, des indications que je peux observer, oui,
Je suis disponible. Je ne suis pas candidate, mais disponible pour essayer de constituer un gouvernement d'union républicaine. Mais elle voulait mener, je crois, la liste également de la gauche. Elle est candidate à tout. Il y a des gens qui sont candidats à tout. Elle est candidate à tout. Voilà, elle est candidate à tout. Bon, bah écoutez. Moi, je remarque une chose quand même dans la séquence qui m'intéresse, c'est que la gauche veut le pouvoir et la droite ne le veut pas. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de personnalités de gauche qui se mettent en avant, qui disent moi j'aimerais bien être Premier ministre, Lucie Castet évidemment. Et il y a cette idée que la gauche, sachant qu'elle ne peut gagner par les urnes, par une élection, là, elle a absolument envie de saisir cette opportunité pour avoir le pouvoir parce qu'elle sait qu'elle perdra forcément lors de la prochaine élection présidentielle. Alors que la droite, et moi je suis un peu réservée sur cette stratégie, ne veut pas prendre le pouvoir. Moi, je pense qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Elle ne veut pas prendre le pouvoir, je pense que c'est qu'elle ne veut pas sauver le soldat Macron. Je suis d'accord avec vous. Mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Elle ne veut pas être la béquille d'un régime. Le problème, c'est que est-ce qu'il faut passer l'intérêt du pays au-dessus de l'intérêt de Macron ? De ressembler au Titanic. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut monter ? Le problème, c'est qu'il faut sauver Macron pour sauver la France. Où est l'orchestre ? C'est le dilemme de la droite. Non, mais c'est tout le dilemme de la droite. Est-ce que vous laissez le pouvoir à la gauche ? En début d'émission, je me demande toujours quel est le frère Fenech qui nous rend. Non, vous pouvez tout dire. Je me demande toujours en début d'émission quel est le frère Fenech qui nous visite. Donc là, ça me paraît être le frère Fenech. La gauche, moi, je dis vous remarquerez que la gauche ne se pose pas cette question. Est-ce qu'il faut mais votre frère aussi. Je n'ai aucun intérêt pour le pays. Enfin, pour le pays, si, mais aucun intérêt personnel. Je n'ai aucun intérêt pour le pays. Non. Ça, c'est bien. À mon avis, c'est un bon thème de campagne. Vous pouvez dire ça, genre. Non. En tout cas, vous êtes bronzé, vous êtes beau comme tout. Vous êtes en pleine forme. Je reviens de vacances aussi. Exactement. Jean-Michel Blanquer. Alors, Jean-Michel Blanquer, ça balance pas mal, évidemment, à Paris. Parce que c'est très intéressant d'ailleurs ce qu'il dit Jean-Michel Blanquer, parce qu'il est un homme très intelligent, qui trouve les mots d'ailleurs assez précis. Sur le fond, moi je suis pas un fan des gens qui crachent dans la soupe. Je pense que c'est never explain, never complain. Je trouve que c'est la meilleure des solutions. Quand tu as travaillé avec quelqu'un, tu ne dis rien. Ça doit être la règle. Ouais. Il me semble. Ouais. Sauf si vous avez été humilié par la personne. Oui, quand même. Mais je pense que c'est comme vous savez, c'est comme ces gens dans les dîners qui disent du mal de leur ancienne compagne ou ancien compagnon. Je pense que c'est une erreur. Mais bon, ça m'est personnel comme rapport au monde. Tu dis rien. Voilà. Tu passes à autre chose. Mais il n'empêche que M. Blanquer a parlé. Donc on va l'écouter. Et il a parlé de suicide inconscient sur la dissolution. Finalement, quand il y a des erreurs de ce genre, ça relève d'une sorte de suicide inconscient. Et en l'occurrence, il n'y avait aucune raison de dissoudre le soir des élections européennes, mais strictement aucune vis-à-vis de personne. Pour ma part, je pensais qu'il y aurait une dissolution en 2024, et elle me paraissait devoir arriver. Elle me paraissait devoir advenir après les Jeux Olympiques. Elle me paraissait devoir advenir s'il y avait un blocage constaté au Parlement. Il y aurait eu là alors une logique institutionnelle à dissoudre. Et le président de la République aurait d'ailleurs eu sans doute beaucoup plus de députés proches de lui s'il avait agi ainsi. Donc il y a quelque chose, en effet, d'un peu masochiste et d'un peu fou dans ce qui s'est passé. Bon, cette analyse est effectivement partagée par plus. Je suis d'accord avec vous. En revanche, ce qu'il va dire là maintenant est plus précis. Et là, on attaque quelque chose qui est souvent un mystère, c'est-à-dire qui est Emmanuel Macron. Voilà, qui est Emmanuel Macron, la psychologie d'Emmanuel Macron. Chacun cherche à comprendre, à savoir, etc. Et lui est dans cet exercice d'interprétation. Il y avait depuis fort longtemps en France le besoin de dépasser les clivages et de dépasser les logiques partisanes, ce qui est d'une certaine façon le projet du fondateur de la Ve République. Et cette capacité à le faire, Emmanuel Macron a eu une forme de génie dans la capacité à cristalliser ça en 2017, et ça avait une grande valeur. Et d'ailleurs, tout ceci a produit des choses très positives pendant plusieurs années. Moi, je tire un bilan positif pour l'essentiel du premier quinquennat, et l'histoire sera... Et après je pense qu'à un moment donné, si vous voulez, où les choses se dégradent, il faut lire le livre pour en voir tous les détails. Mais si je dois résumer, je dirais que Emmanuel Macron a eu une très bonne gestion de la crise sanitaire. J'en suis pour le coup un témoin direct, j'étais dans tous les conseils de défense. Tout ça a été beaucoup critiqué aussi à l'époque, mais en réalité, je peux le dire, il y a eu à l'époque une collégialité, un respect des institutions aussi en réalité, contrairement à ce qui a été dit, puisqu'on allait en permanence devant le Parlement, et les circonstances très graves exigeaient une concentration très forte du pouvoir. Et là, toutes les qualités d'Emmanuel Macron se voyaient. L'intelligence, la capacité de travail, la capacité de décision, de la prise de risque pertinente, tout ça était là.
Le problème, c'est que quand la crise sanitaire s'est arrêtée, il y a eu comme une sorte de crise psychologique, au sens où il a continué à travailler avec cette concentration des pouvoirs. Et avec son secrétaire général de l'Élysée, à deux, d'une certaine façon, ils sont mis à prendre toutes les décisions. Et avec cette idée folle que si c'est pas fait par moi, c'est pas bien fait. Donc vous arrivez à ce que chacun connaît dans ces structures, tous ceux qui nous écoutent savent ça très bien. Si le chef commence à faire du micromanagement, les choses ne peuvent pas marcher. Donc là, on attaque la personnalité. En fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'Emmanuel Macron prend tout le monde pour des imbéciles, sauf lui et Alexis Collère. Je résume. Ce qu'il dit, si j'ai bien compris aussi, c'est que dans la période de crise que nous avons vécue, qui était le coronavirus, où il y a eu une sorte d'urgence, les méthodes de gouvernance ont changé. Comme on le sait très souvent, les mesures d'exception finissent par se pérenniser, ou les méthodes d'exception finissent par se pérenniser. Et si j'ai bien compris, ce qu'il est en train de dire, Jean-Michel Blanquer, c'est que depuis le coronavirus, on est rentré dans une logique de management, où la politique est devenue vraiment managériale, surtout parce qu'elle l'a été pendant le coronavirus, appliquée à cette épidémie. Nathan et puis Devers. ensuite, ils ont cette logique qu'ils appliquent à d'autres domaines, à l'économie, à la société, aux impôts, aux retraites. Mais il y a aussi de la psychologie là-dedans. De considérer que tous les autres sont des imbéciles, c'est pas une bonne manière d'avancer. C'est Non, même pas une bien bonne sûr. manière de management. Hein. Et c'est pas une bonne manière non Franchement, plus. C'est un parce rapport que la au meilleure monde. manière de management, C'est un c'est rapport au l'intelligence monde collective, qui n'est et pas. c'est C'est ce certainement qu'il nous pas dit. Hein. Je dis pas, c'est pas mon analyse. C'est que le pouvoir, C'est son analyse à lui. Je le précise. Hein. Moi, je traduis. on a toujours constaté que le pouvoir isolait aussi. Et à Oui, mais François Mitterrand n'était pas comme ça. à un certain moment, il y a une concentration telle dans notre système institutionnel, à l'Élysée, que ça finit par isoler et perdre pied. Oui, mais ça, c'est autre chose ça, qu'il dit. c'est ça. Il dit il veut tout faire. C'est autre chose, Oui, Georges. oui, c'est-à-dire qu'il n'entend plus, il n'écoute plus le pays, il n'est plus au diapason du pays. Oui. On l'a vu avec la crise agricole. C'est pas exactement ça non plus qu'il dit. Il dit il veut tout faire. Il dit qu'il veut tout faire, mais Oui. quand vous voulez tout faire, c'est que vous n'entendez plus ce qui se passe. Non, mais je pense que Jean-Michel Blanquer a la bonne analyse. Je pense que le Covid a accéléré et radicalisé, pour moi, qui est un défaut qui ressurgit aujourd'hui du système politique français, qui est cet hyper-présidentialisme. Emmanuel Macron a été élu sur une proposition libérale et centriste, même de décentralisation, de répartition du pouvoir, et il a finalement est devenu un ultra jacobin qui prend toutes les décisions à l'Élysée, dans le bunker de l'Élysée, et il paye l'addition, je pense, cette concentration des pouvoirs aujourd'hui. Alors vous pourrez lire. La méfiance qu'il suscite et l'incapacité à trouver des solutions pour le pays. Vous pourrez lire l'interview dans Le Point. On l'a détaillé hier. Il y a 2 ou 3 choses qui sont intéressantes. Jean-Michel Blanquer dit j'ai ressenti une forme de disgrâce, ce que par exemple Necker et Turgot ont connu du temps de Louis XVI. La Ve République donne à juste titre un pouvoir très important au président de la République, mais cela ne doit pas conduire à des décisions prises en fonction de réflexes psychologiques plutôt qu'à partir d'analyses politiques. Je vous assure, ceux qui connaissent bien Emmanuel Macron, à chaque fois, évidemment, il faut lire entre les lignes, mais il souligne la personnalité d'Emmanuel Macron qui, pour ce poste-là, peut-être a quelques handicaps. C'est ce que je lis en tout cas. La disgrâce est classique, l'amnésie masochiste, en revanche, c'est rare. Et on lui pose la question, Macron c'est Louis XVI, il dit il y a un bon et un mauvais en même temps. Dans la personnalité du président, Emmanuel Macron a une dimension lumineuse, une grande intelligence, une très forte puissance de travail, du dynamisme, de la créativité, mais il ne déteste pas non plus les coups tordus, aime écouter les conseillers du soir plutôt que les ministres du jour, et se crée à lui-même des problèmes qui seraient évitables. Tout ça, c'est intéressant parce que on en arrive. Romanesque. Oui, mais on en arrive toujours à la même chose. C'est la psychologie. Forcément, les gens sont style que. Voilà, Non, mais roman, qui- c'est- oui. c'est du roman de gare alors. Oui. Mais c'est pas- Non, c'est une Attendez, trajectoire. enfin, C'est une la trajectoire. psychologie, c'est une psychologie. Non, mais globale, pardon. c'est une trajectoire convenez-en Mitterrand est un personnage particulier. romanesque, Mais Macron n'est en rien un personnage Bah si, romanesque. si, Non. c'est un héros de roman, bien C'est sûr. le roman qu'on mérite. Non, Et voilà, dans on a le roman. Célia Barotte va rentrer sur le plateau dans une seconde parce que je vous parle depuis tout à l'heure à Valoris. Valoris, d'ailleurs, c'est l'endroit où, c'est l'endroit, c'est le secteur en tout cas où le gendarme a été Mougin, là-bas, tout à fait. tué. On va faire peut-être un passage d'antenne tout de suite. Passage d'antenne, c'est un peu technique, peut-être.